Alexis, comme président d'honneur de Frères d'Amberne, vous avez passé votre période, la jeunesse à Montmas. Vous étiez au départ destiné à travailler la terre, puisque vous étiez fils de paysan. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager et à signer un contrat pour partir en Indochine? D'abord, je vais te dire que j'étais très conditionné par la maison elle-même, qui représentait une tradition, puisque sur la porte d'entrée, il y avait la date de 1194, et nous n'étions jamais partis. C'est toujours la même famille qui continue. Et du côté de mon père, mes oncles, c'était la mémoire du terroir. Mon père me racontait ce qui s'était passé, par exemple, au Moyen-Âge, aux périodes de grandes invasions. Il avait gardé tout cela. Il savait quantité de choses qui m'ont bercé, et puis des contes également qui m'inséraient dans la tradition béarnaise. On avait toujours parlé béarnais, on parlait béarnais, on comprenait tout, et on savait comment s'adresser aux gens. Et puis à ce moment-là, j'ai bénéficié aussi d'une chose, de mon grenier. Mon grenier était plein de souvenirs historiques, puisque un de mes oncles avait été tué à Lure, en Viateur, et il était dans l'Espagne avant, et il y avait en particulier sa pelisse dans laquelle il était mort, et il y avait également son habit de spahi, de sorte que, enfant, je montais au grenier pour revêtir l'habit de spahi que je trouvais magnifique. Il y avait des brandebourgs, c'était rouge, c'était joli comme tout, et je me mettais un peu dans la situation de ce qu'ils avaient été, et que je désirais faire également. Puis il y avait les médailles militaires, n'est-ce pas, etc. Quantité de choses. Et puis, je me sentais donc destiné à faire un paysan. Ce n'était pas une vocation exceptionnelle, mais il y avait l'environnement, il y avait tout cela. Et puis, je suis arrivé à une certaine époque où je suis tombé épris d'une très jolie fille du village, qui me le rendait bien, etc. Et puis, nous nous sommes brouillés. Nous nous sommes brouillés pour peu de choses. Je ne me souviens plus pourquoi. Et j'ai décidé à ce moment-là de me punir et de la punir. Et c'est comme ça que je suis parti en Indochine. En me disant, je vais revenir peut-être, mais si je ne reviens pas, ce sera bien quand même, parce que je fais un acte de bonne volonté. Et mon père, qui m'aimait beaucoup, un jour que nous travaillions dans la vie ensemble, je lui dis, papa, il faut que je parte. Il me dit, eh bien, si tu es décidé à partir, il faut partir, parce que sinon, tu le regretteras toute ta vie. Et je pense que ça lui faisait quelque chose quand même de voir partir son fils, parce que je n'avais que 2 sœurs, et pour le maintien d'une propriété quand même, bon, il faut être un garçon. Et alors, je suis parti. Et je me suis engagé donc dans les paras. J'ai été breveté en Bretagne. J'ai eu immédiatement de très bons copains. Et c'était le 5e bataillon, parachutiste. Et je me suis retrouvé à Indochine avec la douleur que l'on m'a mis à l'instruction, parce que j'étais un très bon, très bon pour l'instruction, pour instruire. Bon, voilà. C'était comme ça. Alors, heureusement, au bout de 3 mois, il y a eu le désastre du Bavi. Le 5e bataillon s'est fait accrocher en pleine nuit alors qu'il progressait entre 2 haies de végétation énormes. Il avait perdu une compagnie en quelques minutes. Quand je suis arrivé, je me suis porté volontaire tout de suite, et quand je suis arrivé sur les lieux, je me suis dit, tu n'en sortiras jamais. D'abord parce que nous sommes commandés par des cons, parce que pour faire progresser un régiment la nuit entre 2 colonnes de végétation comme cela, sans connaître le terrain, c'est pas possible. Et alors, je me suis dit, on n'en reviendrait jamais. Je suis parti avec cette certitude que véritablement, ce serait extrêmement dangereux. Seulement, je ne savais pas encore que les balles tuaient. J'allais l'apprendre. Et j'ai fait la carrière normale, avec le regret de voir que nous, les parachutistes, nous étions en quelque sorte engagés pour des opérations qui n'étaient pas dignes de nous. C'était des opérations terrestres où l'on fouillait la rizière, et j'étais désespéré de ne pas pouvoir véritablement me battre. Il y a eu quand même quelques combats ensuite où nous avons été réellement accrochés, et en particulier l'endroit où j'ai eu ma première citation, il fallait arrêter un bataillon Viet, et nous sommes arrivés juste à l'intercepter.
Et seulement, c'était dangereux. Il y avait la rivière Noire à côté. Il y a 4 de mes types qui se sont noyés dans le fleuve. Et 4 autres qui sont tombés sur une île, n'est-ce pas? On était assez dispersés. C'était malvenu. Et puis alors, on a progressé vers le village Viet qui était occupé. Et j'avais un camarade qui était très volontaire, je l'aimais pas beaucoup, mais il était très volontaire, il voulait à tout prix gagner sa médaille militaire. Alors on opérait par échelon débordant, c'est-à-dire une section se mettait à l'appui de l'autre, l'autre attaquait, puis celle qui avait attaqué se mettait en appui et l'autre progressait. Bon, alors j'avais été en protection. Et c'était donc mon rôle d'amener ma section ensuite vers le village. Et mon camarade ne s'est pas arrêté avec la sienne. Alors je dis au lieutenant, mais mon lieutenant, il ne s'est pas arrêté. C'est un con, laissez-le partir, puisqu'il va se couvrir de gloire, vous vous mettez en appui. Je me suis mis en appui, et lorsqu'il était dans la rizière, à 200 mètres, ou 100 mètres du village, avec 2 de ses tirailleurs, la lisière du village apparut éclatée, tous les Viet ont tiré en même temps, c'était Skoda. Et on a vu nos 3 types tomber, parce qu'il était parti avec 2 voltigeurs. Les 3 types tombés. Nous étions cloués sur place, parce qu'il y avait une rizière qui faisait 300 mètres devant nous, on ne pouvait pas se dissimuler, on ne pouvait rien faire. Alors je me souviens, on s'était rien, en quelque sorte, d'arrêter les digues en attendant une décision du commandement. Le commandement nous a dit, n'est-ce pas, on va faire opérer les Alf-Track, c'était les engins motorisés, n'est-ce pas, pour entrer dans la rizière. Et on va les faire entrer de l'autre côté. Rester en position. Et là, j'étais donc dans un champ de cacahuètes. C'est la première fois que je voyais un champ de cacahuètes. Je me suis dit, bon, je vais passer mon temps à connaître ce que sont les cacahuètes. Mais derrière moi, alors sur des arbres, mais très loin, il y avait un fusil Viet. Et fusil de précision en principe. Et alors j'étais avec ma section, terré derrière les petites diguettes, et le type me tirait dessus. Il avait reconnu les galons, n'est-ce pas, il tirait dessus. Alors je voyais les balles tomber à droite et à gauche. Je me suis dit, bon, ben, je ne puis rien faire de toute façon, et je vais pas le déceler. Si les camarades ne le voient pas, je vais me faire tuer. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Je ne pouvais pas me bouger. Finalement, on a été relevés le soir. On nous a ramenés en arrière, et le lendemain, nous avons appris que notre camarade qui était tombé, il avait 5 balles dans le corps, mais il n'était pas mort. Ça a été la première bataille, en quelque sorte, où j'ai vu que le feu tue. Sur la période indé-chinoise, il y a une petite anecdote que j'ai vue dans le livre Bleu de Noir. C'est le jour où vous prenez un village et on vous donne l'ordre de brûler, de détruire toutes les paillotes. Et vous rentrez dans une paillote, vous trouvez un vieux paysan. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voyez? Quelle a été votre réaction? Ma réaction a été celle que j'ai toujours eue envers même l'adversaire, le respect. D'abord, la première des choses, c'était des combattants généralement comme nous, j'en ai fait de prisonniers d'ailleurs, ils n'ont jamais été maltraités. J'ai porté également des blessés Viet, enfin j'avais un respect pour ce peuple, parce qu'il n'était pas responsable de ce qui lui arrivait en quelque sorte. Et effectivement, ce jour-là, nous étions obligés de fouiller le village et de détruire tout le riz que nous trouverions, parce qu'on savait que les Viet s'approvisionnaient à cet endroit-là. Et puis à ce moment-là, j'ai rencontré des paysans qui gardaient quelque chose, innocemment, et j'ai su que c'était la cache du riz. Je l'ai incité à partir, je lui ai montré que je ne dirais rien, et je n'ai rien dit. Et c'était la première faute contre la discipline des armées, et je ne m'en repens pas. C'était comme ça, parce que je savais qu'ils allaient mourir de faim si on enlevait le riz. Bon. Et puis, comment dirais-je cela? Je l'ai manifesté en diverses autres occasions. En particulier, il fallait garder quand même parfois la vie des femmes ou l'intégrité des femmes qui pouvaient être violées. Il ne faut pas s'étonner, il y avait chez nous également des salauds. Ça m'est arrivé à 2 fois où j'ai armé ma carabine US à ce moment-là en disant c'est vous ou c'est moi. Et à ce moment-là, les femmes m'étaient heureuses d'avoir trouvé un protecteur extraordinaire. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon. Alors, si vous voulez, il y a eu,
immédiatement entre les Vietnamiens et moi-même une sorte de communion. C'était véritablement, je les ai considérés comme des frères d'armes. J'ai été très heureux avec eux et ils étaient heureux avec moi. Et j'ai gardé quelque chose de l'Indochine qui est ineffaçable, c'est l'amitié entre hommes. Parce que j'avais quitté mes camarades européens sans ressentir la même chose. Mais là, j'étais en quelque sorte un protecteur, j'avais une mission et je voulais la remplir jusqu'au bout. J'étais heureux de la remplir. Mais ce que je devais vous dire, parce que je l'ai oublié avant de partir en Indochine, j'avais ici concouru à un concours qui était célèbre, c'était les amicales régionalistes du Béarn, et j'avais obtenu un premier prix. Ça avait été considérable sur le plan de l'opinion, parce qu'évidemment, d'abord, il n'y avait pas beaucoup de poètes, et ensuite, qu'un petit paysan, n'est-ce pas, trouve le moyen de se manifester de cette façon-là, c'est vrai, j'ai eu un certain crédit. Et en Indochine, quand est arrivé le 400e anniversaire de la naissance d'Henri IV, on m'a demandé également, les amis m'ont demandé d'écrire quelque chose. J'ai écrit quelque chose, une ode à Henri IV, enfin à Albert, et j'ai eu le premier prix. Alors, ça m'avait disposé à écrire, de sorte que j'ai beaucoup écrit. Il y avait la zone Viette, c'était un sergent avec une vingtaine d'hommes. Et j'ai été un peu stupéfait de voir d'abord leur équipement qui était un peu hétéroclite. Lui, il avait un grand coupe passé à la ceinture. Enfin, je me suis intéressé à son aventure. Il m'a dit, oui, mais je suis dans les commandos. Tu vois, ce que tu vois, c'est un commando. Et je suis chargé de passer en ligne ennemies pour prendre des renseignements. Je vais faire des prisonniers, etc. Et je dis, mais s'il fait ça, je puis le faire. Et puis je me dis, mais c'est pas possible quand même. Ici, je suis dans un bataillon, j'ai des camarades. Quand on va à l'assaut, n'est-ce pas, on est quand même entouré. On sait très bien qu'on a des camarades de tous les côtés. Là-bas, partir de nuit, comme ça, partir seul, européen, de nuit, alors que tu as peur de la nuit, alors que tu ne sais pas te battre la nuit, tu t'es jamais battu. Mais c'est pas possible quand même, tu es fou. Et je me posais ces questions-là et j'étais mort de trouille. En pensant que de toute façon, j'allais le faire. Et alors, toute la nuit, j'ai passé une nuit épouvantable, et le lendemain, j'ai demandé ma mutation. Alors, je suis arrivé à Saigon, à Hanoï, je me suis présenté au capitaine parce que j'avais une joue énorme. Le capitaine-major m'a dit, mais vous êtes fou, monsieur, arrête d'être resté comme ça. Mais vous avez de l'infection maintenant. Il faut vous opérer. Et ça va être douloureux parce que on ne peut pas vous en sensibiliser avec le pus qui s'est accumulé dans la blessure. Alors, bon, il m'a dit, on va faire comme à l'ancienne, hein. Je ne puis pas vous sensibiliser, mais vous allez prendre ceci et ça va vous calmer. Il m'a rempli deux grands verres de Pernod et il m'a commandé d'avaler ça. J'ai avalé. Et ensuite, j'étais évidemment sous pompette. Et il a appelé un de ses collègues qui me tenait la tête en arrière et lui opérait. Je n'ai rien senti. Mais seulement 15 jours après, je crachais encore du pus. Et j'étais reparti immédiatement sans prendre quoi que ce soit de permission. Je voulais aller au combat. Et là, je suis arrivé alors au 9e compagnie. Et j'ai été stupéfait de voir immédiatement des gens que je connaissais déjà. Et eux aussi, n'est-ce pas, avaient tenté l'aventure. Parce que c'est vrai que dans les commandos, on gagnait probablement un peu de place, étant donné que tous les officiers s'étaient fait tuer. Alors, vous étiez sergent, vous étiez chef de section. Et là, dont j'ai eu une compagnie, c'était une compagnie non d'abord, ça n'était pas vietnamien. Et ils sont partis très vite parce qu'on a diminué leur solde, ce qui était absolument stupide, ce qui était contraire tout à fait aux ordres de Salam, de Lattre. Et de Lattre, c'était pour nous un dieu. Et nous étions bien commandés. Je me souviens quand est arrivé de Lattre à Hanoï, il nous a fait défiler et nous partions de notre porte et nous redéfilions encore, n'est-ce pas? Ça avait été très impressionnant parce qu'à ce moment-là, à Hanoï, on entendait le canon. Et puis du jour au lendemain, on a vu le chef de Lattre, n'est-ce pas, arriver en tenue
blanche, comme un mondain en quelque sorte, tapait sur l'épaule du soldat en lui disant, tu vois, mon petit, tiens le coup, dans 8 jours on règle la situation. Et il a réglé la situation. Il a libéré les entourages d'Hanoï. Et on était prêt, avec de l'autre, on était prêt, on aurait sauté. Mais sur la Chine, il nous aurait dit, vous êtes le même, on aurait sauté. C'était extraordinaire l'affection qu'il y avait pour ce cher. Je ne l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Bon, alors là, qu'est-ce que j'ai... Oui, alors on a commandé... C'est là où vous avez été blessé. Oui, c'était une opération de contrôle que nous faisions parce que le GCMA était séparé en 2 parties, les commandos de renseignement et les commandos de grande intervention, qui, eux, allaient dans la zone Viet, ils se faisaient reconnaître, n'est-ce pas, comme Viet parfois, n'est-ce pas? C'était un travail, je ne pense pas que j'aurais pu le faire, parce qu'il fallait également parler vietnamien. Et là, j'étais bloqué. Bon, alors là, bon, ben, j'ai fait mon travail comme tout le monde et j'ai eu l'impression à ce moment-là que j'étais véritablement miraculé parce qu'il m'est arrivé 2 choses extraordinaires. La première fois, c'était en Assam. Nous avions crapahuté toute la journée, on s'était un peu battu, mais pas beaucoup. On arrivait au sommet d'un piton absolument épuisé parce que c'était des pitons et des pitons, hein, sans cesse. Et à ce moment-là, nous n'avons pas eu le temps de creuser des fosses pour nous protéger. On s'est simplement endormi, même le sol. Bon. Et j'étais donc endormi quand l'officier de garde m'est venu me réveiller en me disant « c'est votre tour de prendre le relais, 2 heures ». Il fallait garder 2 heures. Je me suis assis sur un talus et j'ai regardé la nuit qui était très belle. Et puis brusquement, je vois dans la rizière, très loin, à 3 kilomètres à peu près, je vois de petites houppes de feu. Et j'ai su, Dieu merci, que l'on voit toujours le départ des mortiers avant d'entendre le son. Et effectivement, c'était des mortiers. Alors je me suis mis à courir vers la mitrailleuse centrale pour le dispositif en hurlant réveillez-vous, c'est assaut. Et à ce moment-là, je me souviens exactement de la chose. J'étais sur le point d'arriver à la mitrailleuse, mon pied s'est pris dans une corde, je me suis étalé au moment où le premier obus explosait. J'ai regardé le lendemain, n'est-ce pas, il y avait un casque lourd sur un pieu à côté qui était criblé d'éclats. Si j'étais resté une demi-seconde de plus, j'étais mort. Car le lieutenant Joyeux, qui était à 3 mètres de moi, a été tué net. Alors, le lendemain, quand même, puisque j'étais sauf, j'ai cherché la corde où je m'étais. Il n'y avait pas de corde. L'esprit m'avait laissé un peu, comment dirais-je, m'avait pris, m'avait entravé en quelque sorte et j'étais tombé. Et cela allait m'arriver 3 ou 4 fois. Je savais que j'étais à ce moment-là, en quelque sorte, dans des dispositions miraculeuses. Je priais beaucoup, voilà, mais je priais beaucoup Saint-Michel. Saint-Michel, ne m'a jamais abandonné. J'ai eu toujours la satisfaction de le sentir auprès de moi quand il le fallait, quand il fallait monter à ça. Voilà. Alors, finalement, ensuite, bon, j'ai rejoint donc ce commando, et la fois où j'étais blessé, c'est intéressant de le dire également, parce qu'il y a eu une espèce de miracle également. Nous étions en position pour garder simplement l'opération qui se déroulait dans les collines. Nous étions sur un ancien emplacement Viet pour accueillir les Viet s'ils refluaient sur nous. Et moi j'avais trouvé un emplacement remarquable, c'était un emplacement de fusil mitrailleur Viet, le tireur l'avait aménagé pour son confort, il y avait une petite banquette et il y avait une planche en bas pour que l'humidité ne pénètre pas, qu'on ne met pas les pieds dans l'eau. Et alors je l'ai pris, je me souviens toujours, c'était un livre de Saint-Exupéry que je lisais tranquillement lorsque mon sergent vietnamien m'a averti, me dit chef, il y en a un zoukite là-bas qui regarde. Effectivement, il y avait à peu près 1 kilomètre sur une digue, avec beaucoup de végétation, un Viet qui nous épiait, et qui était un guetteur en quelque sorte. Alors je rencontre à mon adjudant, et il me dit fous de lui une rafale de fusil mitrailleur et qu'on n'en parle plus. Je lui dis, écoutez, Philippe Tailleur, ça ne sert à rien, tuer un petit peu de plus, ça ne sert à rien. Je vais essayer de le faire prisonnier.
Non, je vous interdis, arrêtez, ne faites pas le con, parce que vous allez vous faire tuer, et vous risquez de vous faire tuer, et moi, je le regretterai, je suis pas fait pour faire tuer des hommes. Bon, je lui ai dit, écoutez, Dieu, mais laissez-moi tenter la chose. Je suis prudent, vous savez quand même que, en principe, je me débrouille assez bien. Bon, écoutez, faites ce que vous voulez. J'ai pris 2 hommes avec moi, mes 2 meilleurs voltigeurs. Je leur ai indiqué l'itinéraire. Il s'agissait, par diguette interposée, n'est-ce pas, de passer jusqu'au pied de la grande digue sur laquelle se tenait le guetteur, essayer de le faire prisonnier, mais il ne fallait pas. Il fallait arriver en bas, à sa hauteur. Les hommes passeraient d'un côté, je garderais l'autre. Et nous avons fait cela, ça nous a pris quand même pas mal de temps, hein, parce que derrière les diguettes, c'est pas confortable de courir. Bon, alors j'arrive à la hauteur que j'avais jugée nécessaire pour monter ensuite la digue, et j'ai indiqué, mes deux garçons sont partis de l'autre côté pour le prendre en tenaille en quelque sorte. Et à ce moment-là, j'ai gravi, entre les lentilles que j'ai gravi la digue, et je me suis trouvé à peu près à 4 mètres de Viette. Et à ce moment-là, bien sûr, je lui ai mis le canon dans sa direction, je visais la tempe. Et brusquement, à ce moment-là, il m'est venu une tentation, il m'a dit, mais il faut que tu le tues. Mais il faut que tu le tues. J'ai dit, mais non, il ne faut pas que je le tue, je n'ai pas venu pour ça. Mais il faut que tu le tues. Jamais, je n'ai jamais éprouvé cette chose-là. Cette tentation, j'en tremblais. À ce moment-là, mes 2 hommes sont surgis de l'autre côté, on l'a fait prisonnier. Il a levé le main tout de suite. J'étais très content, parce que j'avais réussi à sauver un homme, en quelque sorte, parce qu'il était condamné, n'est-ce pas? Et sauver un homme, ce n'est pas rien, même si c'est un ennemi. Parce que la mort, c'est quelque chose quand même de définitif, c'est quelque chose de laid. Et je reviens donc, je remets à l'adjudant, n'est-ce pas, qui m'a quand même félicité quand même. Et je saute dans mon trou, n'est-ce pas, que j'occupais précédemment. La planche d'en bas a cédé, il y avait une grenade piégée qui n'a pas explosé. Sinon, j'étais réduit en bouillie. Bon, alors là, véritablement, comment dire, j'ai senti que j'étais invulnérable. Et ce qui m'est arrivé ensuite, lorsque j'ai été blessé, ça a été encore une manifestation étonnante. C'était donc, on nous avait signalé qu'un village était suspect. Nous étions en ce moment-là une garnison avec une compagnie légionnaire, mais il n'y avait que les cadres légionnaires. Hein. Le reste c'était bien comme nous. Et à ce moment-là, bon, j'ai dit à l'adjudant, mon adjudant, je vais m'avancer pour essayer de prendre ce village à revers, en cas. Et bon, je me suis débarrassé à ce moment-là d'un fusil mitrailleur, etc. Et j'ai pris la moitié de ma section et je suis parti. Et à ce moment-là, on a vu sortir à 300 mètres à peu près toute la compagnie Viette défilant en bon ordre, n'est-ce pas? Et bon, elle défilait, elle ne voulait pas le combat. Bon. Je me suis dit, je suis trop loin quand même, mais nous n'avions pas d'armes lourdes, nous avions les mitraillettes, moi j'avais ma carabine, mais 300 mètres c'est quand même à limite de portée. Alors je mets quand même un genou à terre, hein, n'est-ce pas? Je tire une première balle sans résultat, la seconde balle, un petit peu tombe. Et à ce moment-là, du village sortent une horde de jeunes filles en éventail pour venir nous rencontrer. Comment dirais-je, pour garantir la fuite des Viettes, évidemment. Mais mes garçons se sont mis à les lutiner, etc. Mais enfin, je les ai poussés dans le village. Et puis je me suis dit, dans le village, ils s'étaient mis à courir auprès des poules, mes hommes, ça, je savais très bien qu'un village, c'est comme ça. Et je me suis avancé, j'ai pris 2 hommes avec moi, je me suis dit, on va aller voir l'emplacement où est tombé le type, s'il y a des pansements, de quelle origine sont-ils? Est-ce que ce sont des pansements locaux, ou bien est-ce qu'ils sont chinois? Parce que nous savions qu'il y avait des Chinois qui les aidaient. Et je me suis avancé, pas très loin, 30 ou 40 mètres à peu près de ma position du village. Et à ce moment-là, j'ai été environné du feu roulant des Viettes. Ils m'avaient vidé, ils m'ont manqué. Alors, ça fait 90 fusils, n'est-ce pas, qui étaient contre moi, qui m'ont manqué complètement. Qui ont manqué mes 2 camarades également. Je saute en bas de la digue,
Et je vois à ce moment-là, derrière une digue éloignée, les Fiat qui paraissaient, n'est-ce pas, parce que ayant des fusils qu'il fallait, c'était pas des fusils automatiques qu'ils avaient, et ils étaient obligés de se cacher pour remettre la cartouche, et ensuite ils levaient la tête. Alors, je faisais simplement ceci. J'avais repéré les têtes qui paraissaient. Quand elles disparaissaient, moi j'étais toujours en position, mais je réapparaissais, je tirais à chaque coup. Finalement, j'avais ma carabine, c'était la 13e cartouche, ma carabine était vide. Bon. Alors j'ai fait ce mouvement, tournant, pour prendre mon chargeur dans le dos. Et à ce moment-là, je n'étais plus donc en face des Viettes, j'étais de biais. Je reçois un coup terrible qui me projette sur le sol, et je me dis, tu es touché. Et alors qu'est-ce que je vois d'abord? Sur ma vereuse descente ouverte, je vois 2 trous. Alors, je me suis passé la main dans le dos, elles sont pas sorties, je risque tout de même hémorragie interne, peut-être. Bon, alors et figure-toi, à ce moment-là, il y a une chose qui est absolument curieuse, je n'avais pas peur, j'étais très calme, j'ai vu mon sang sur le sol, et j'ai été heureux de ce sang sur le sol. Je me suis dit, tu as accompli ton contrat maintenant avec cette terre. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Ça a été ma seule réaction. Et puis j'ai dit à mes 2 soldats, bon, on rejoint la section. Et à ce moment-là, j'ai donné des ordres. J'ai dit la fusilier mitrailleur en batterie ici. J'ai dit le lance-patate de là. Tu fais à 200 mètres, n'est-ce pas? Et puis je me suis trouvé mal. Et à ce moment-là, j'ai vu mon meilleur soldat, peut-être, qui était caporal. Il était devant moi, quand j'ai repris mon esprit, il était devant moi avec un visage décomposé. Que le chef fût mort, ça, il ne l'acceptait pas. Il a donné des ordres immédiatement d'anéantir le village. J'ai eu juste le temps de m'y opposer. Et à ce moment-là, l'adjudant est arrivé avec le reste de la compagnie, et les Viennes n'ont pas insisté. Bon, c'était la seule chose. Mais je me souviens toujours, figure-toi, d'un détail qui m'a fait plaisir. J'avais, comme à ce moment-là, dans le village d'à côté où nous étions cantonnés, je t'ai dit que j'avais des légionnaires. Et il y avait effectivement un type qui était très beau, qui s'appelait Hans, avec qui j'avais beaucoup d'amitié. Et il m'a croisé, il descendait, il avait entendu le feu, il descendait avec toute la section, et il m'a dit, ne t'en fais pas, arrête, je vais te le foutre quelque chose. Et je ne l'ai jamais revu, Hans, et j'aurais aimé le revoir.